Place au parti pris. Dominique Roux, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Bonsoir Abnous. Et c'est vous qui commencez route avec votre parti pris politique. Le scandale du périscolaire. C'est vrai que chacun a été stupéfié par les chiffres. 84 écoles maternelles, je dis pas de bêtises, maternelles. 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles primaires et une dizaine de crèches. C'est la procureure de Paris, Laure Becchiot, qui a annoncé hier que le parquet avait lancé des enquêtes sur 110 établissements au total. Et votre parti pris, vous demandez, mais qui savait ? En fait, je reviens sur les chiffres, c'est-à-dire 1/5 de la totalité des établissements parisiens. C'est très important. Alors aujourd'hui, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, veut se projeter dans l'avenir. Il veut repartir à zéro et tenter de retrouver la confiance des familles. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait ce matin. On a pris énormément de mesures depuis. On a changé les procédures de recrutement, on a changé les procédures de contrôle, on fait des inspections extérieures. Ce soir, je lance la convention sur les temps de l'enfant. Voilà, il veut renouer la confiance donc dans ces animateurs périscolaires dont un certain nombre ont été accusés d'actes de pédophilie, mais pas seulement, peut-être parfois de mauvais exercice de leur métier par des violences, mais évidemment on ne parle pas de tous du tout, on parle d'un certain nombre de cas, beaucoup trop importants évidemment, mais il ne faut pas mêler et parler de tous les animateurs, bien évidemment. Alors, cette tentative de renouer la confiance, elle est louable, mais moi je me demande, est-ce que c'est possible sans avoir auparavant reconnu et décortiqué publiquement la chaîne des dysfonctionnements qui a pu conduire à ces drames. Puisque, en fait, comment est-ce qu'on peut être cru demain pour un politique si à un moment donné on ne met pas tout à plat ? Vous voulez dire c'est pas des accidents ? Bien sûr, c'est une série, si vous voulez, de négligence, de déni et de précipitation. On va se replonger dans les années 2013 et 2014. C'est la réforme des rythmes scolaires. Elle doit être appliquée dans des délais trop brefs pour les municipalités. Et c'est à l'origine donc des erreurs graves dans le recrutement des animateurs, la précipitation, sans exigence suffisante sur les diplômes, même pas le BAFA ou sur leur passé, pas de croisement avec les fichiers de pédocriminalité notamment. Et il faut le savoir aujourd'hui, sur 14 000 animateurs, 10 000 sont vacataires. Donc des personnes qui ne sont pas stables dans leur emploi et ou dont on n'a pas screené en quelque sorte tout le profil. Dès 2015, le maire du 6e rapporte des incidents graves et il reçoit une première réponse qui se veut rassurante d'Emmanuel Grégoire, qui était à l'époque le responsable des ressources humaines. Pourtant, et c'est là la première négligence, un rapport très complet après les premiers signalements datant de 2015 est ignoré par la mairie. Il y avait 50 recommandations. Il y avait tout, par exemple, sur les moments où un enfant seul est conduit aux toilettes, c'est-à-dire un moment de vulnérabilité qui a été, hélas, confirmé par la suite. Deuxième raison, une opacité des décisions. C'est la DASCO, la plus grosse administration de la ville sur les affaires scolaires, qui a délégué sa gestion des animateurs au CAPC. Et pardon pour les acronymes, c'est la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance, c'est-à-dire les antennes déconcentrées par arrondissement. Dès qu'ils étaient repérés pour des actes délictuels ou des soupçons, les animateurs étaient mutés dans d'autres établissements. Des mutations sanctions qui ne faisaient que déplacer le problème. Autre négligence. Ensuite, les premières mesures claires, elles n'arrivent qu'en novembre 2025. C'est-à-dire que de 2015 à 2025, il ne se passe rien. Et en tout cas, on ne sait rien. Et c'est l'adjoint Patrick Bloch qui semble alors, selon ses interlocuteurs de l'époque, voir ce phénomène comme une fatalité. Nous sommes dans la moyenne nationale de la France. Ce sont des faits isolés, comme si le fléau était reconnu, mais inévitable. Alors, à l'arrivée d'Emmanuel Grégoire, la directrice des affaires scolaires a annoncé sa démission en début avril dernier. C'est une sanction sans doute, la campagne est passée par là, mais les familles voudraient l'entendre, sont un peu frustrées. Il n'y a pas eu d'audit en quelque sorte, il n'y a pas eu on ne sait pas tout ce qu'elle pourrait dire là-dessus. Il faudrait une forme d'audit général pour retrouver la confiance. Ce n'est pas seulement en la décrétant. Aujourd'hui, Paris est la ville où il y a le plus grand nombre d'élèves qui sont dans des écoles privées déjà. 40%. Et depuis le début du scandale, les demandes affluent. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Donc Emmanuel Grégoire a dit qu'il y a des procédures nouvelles, les verrous sont beaucoup plus importants et il y a des suspensions
systématique dès qu'il y a un signalement. Suspension dénoncée par les syndicats qui disent qu'il peut y avoir des amalgames et des problèmes, mais voulus par les familles qui considèrent que c'est un principe de précaution pour protéger les enfants qui est indispensable. Alors, moi j'ai envie de dire, les autres responsables, les médias, je veux le dire, il y a eu des appels de parents, il y a eu des enquêtes, il y a eu des déclarations d'élus de l'opposition. Eh bien, à l'exception d'une émission de télévision d'investigation et de quelques articles, il y a eu très peu de réactions. Lorsqu'on se souvient que le scandale de Betaram a fait les gros titres sur les événements passés et les liens directs qui n'étaient pas directement liés à François Bayrou, on peut s'interroger sur les 2 poids, 2 mesures, et notamment sur notre métier. Et puis enfin, la justice. Autant la brigade de protection des mineurs a été louée pour son écoute, autant les familles se sont émues des lenteurs des procédures judiciaires, des conditions d'audition et de prise en charge des enfants. Aujourd'hui, on voit bien que c'est seulement maintenant qu'il y a 84 procédures qui sont lancées. On voit que c'est trop long, trop lent et pas adapté. Alors j'ai entendu, allons de l'avant maintenant. Les enquêtes sont en marche et la parole des enfants se libère, mais tant mieux. Il faudra aussi que la responsabilité en politique retrouve son sens, que ça serve de leçon. Il suffit pas d'être élu, il faut aussi être rigoureux, regarder les choses en face même quand elles vous déplaisent. À titre individuel, personne n'a une responsabilité directe, évidemment. Mais comment faire confiance au politique si celui-ci ne rend pas de compte sur ce qui se passe dans ses services ? Moi, j'ai une question simple, mais parce qu'on me l'a beaucoup posée. Pourquoi ce regain d'une certaine manière ? Est-ce que c'est parce qu'avant on se voilait la face ou est-ce que c'est parce que tout d'un coup il y a beaucoup plus d'abus ? Non, moi je pense qu'on se voilait la face parce que je crois que c'est quelque chose d'assez généralisé partout dans le monde. C'est que par rapport aux enfants, comme ce qui est naturel, l'enfant c'est aussi l'apprentissage de la vérité, du mensonge, etc. C'est qu'on a tendance à pas avoir confiance dans la parole de l'enfant et que les enfants racontent des histoires et c'est très sain qu'ils racontent des histoires. Et je pense que c'est plus une mentalité qui a fait qu'on a un peu pris ça à la légère sans faire attention. Et écoutez, moi je suis cette histoire depuis le début. Ça ne cesse de me surprendre. Je pense que Ruth a tout à fait raison. Mais alors là pour le coup vraiment l'engrenage, ce qui a fait, et on revient toujours au même, quand on met la poussière sous le tapis, voilà ce que ça fait. Et le fait de dire, oh là là, mais si on le vire, on n'a plus personne pour prendre sa place, ça c'est pas normal. Je veux dire, il faut qu'on ait, en France, le licenciement plus radical, que quelqu'un qui a commis une faute d'une telle gravité, quand on parle d'agression sexuelle sur des enfants, que cette personne-là, pas comme les prêtres pédophiles, on les déplace pas d'un monastère à un autre en espérant que, à force de prière, il va s'en sortir. Enfin, faut un peu plus être sérieux. Dominique. 2 remarques. La première, c'est que dans la sphère publique, on sait qu'il y a souvent un problème de management. Qui a autorité et quelles sanctions, c'est exactement dans le sens de ce que vient de dire Abnous. Seconde remarque, vous avez donné des dates. J'ai entendu 2015. 2015, il y a 10 ans. La justice met du temps. Et en tout cas, elle est intervenue après les élections municipales. Ouais. Je trouve que c'est long, 2015-2026. C'est une chaîne. Je ne dis pas qu'en 2015, on savait déjà beaucoup de choses, mais je trouve que la chaîne, la façon dont on l'a connue plus rapide dans d'autres cas. Vous gardez la parole, Dominique, votre parti pris économique. On a entendu tant et tant d'engagements contre les normes, les plans ceci, les plans cela. Eh bien, le dernier diagnostic fait état encore d'une augmentation des normes assez impressionnante. Parole contre parole, dites-vous. Parole, dites-vous. Il va chanter, un bilan effectivement a été publié hier, ce week-end, par Matignon. Et c'est vrai que quand on se pose la question, pourquoi est-ce que la France va mal ? Chacun a des tas de réponses. Mais il y a au moins un point sur lequel tout le monde peut être d'accord, c'est que tout est lent et compliqué. Et compliqué parce que il y a beaucoup de règles, de lois, de normes, et tous les gouvernements, les uns après les autres, promettent des simplifications et ça ne vient pas. J'ai envie, avant de vous décrire précisément ce que dit le rapport, de vous citer 2 anecdotes. La première, elle concerne Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation en 2024-2025. Et au moment des résultats du bac, elle découvre quelque chose qui est que son inspection générale a décidé du taux de réussite au bac sans qu'elle soit au courant. A édicté une norme, un texte pour dire... Avant l'examen des copies. Avant l'examen, et a donné des instructions pour que les correcteurs soient plutôt sympas, parce que l'objectif, c'est qu'il faut atteindre 96% de résultats au bac pour que les fameux 80% d'une classe d'âge soient respectés. Et donc, c'est 96%. Elle découvre ça, elle mène l'enquête, elle dit à la direction de l'enseignement scolaire, c'est vous qui avez fait cette norme ? Non. Est-ce que c'est la direction de la prospective ? Non. C'est l'inspection générale.
elle a décidé que l'année suivante, et puis elle est partie, ça devait être autre chose. Une norme édictée quelque part. Deuxième exemple, dans le privé, secteur privé, le directeur général de Free racontait ça dans les Échos il y a quelques semaines. Ils annoncent un investissement de 3 milliards d'euros pour créer un data center en Seine-et-Marne. Sauf que ils découvrent l'étude 4 saisons. Qu'est-ce que c'est que l'étude 4 saisons ? Il faut observer, texte du Code de l'environnement, il faut observer pendant 4 saisons, hiver, printemps, été, automne, l'évolution de la biodiversité sur l'emplacement d'une ancienne mine à charbon. Autant dire que la diversité, il y a 0. Le mulot à tête 3 pattes, je sais pas quoi, enfin bon. Mine de charbon, oui. Oui, voilà. Et donc, d'autant plus qu'il n'y a plus de saison, donc. Le directeur général de Free prend la parole et dit c'est absurde. Est-ce que vous voulez que j'aille aux États-Unis ? Ça veut dire 2 poids 2 mesures. On ne comprend pas. On met l'étude 4 saisons au même niveau que le data center en France, énergie décarbonée. Alors que s'il est aux États-Unis, il fonctionne au charbon. Qu'est-ce qu'on veut à la fin ? Maintenant, le bilan. Il y en a 1000 exemples. Je pourrais tenir 1 heure avec des exemples de ce type-là. Le bilan, c'est voilà, ça s'empile, et donc c'est une machine qui n'est pas capable de s'arrêter. 367 000 articles en vigueur que vous devez tous savoir, sinon vous êtes hors la loi. Plus 1,5% en 2025, plus 51% en 20 ans. Et si on regarde le nombre de mots, qui est l'indicateur qu'on va voir s'afficher, le nombre de mots, 48,8 millions de mots que nous devons connaître. Et ça augmente. Plus 81% en 20 ans, plus 2,3% l'année dernière. C'est une machine qui n'est pas capable de s'arrêter malgré tous les engagements. Alors, les chocs de ceci, les plans de cela. Exactement, les chocs de ceci, les chocs de cela. Qui sont les responsables ? Les responsables, en fait, ils sont connus. C'est-à-dire, vous avez bien sûr d'abord les ministres et le législateur. Un ministre veut une loi, un législateur veut répondre à n'importe quelle demande par une loi. Vous avez les administrations. Et le Conseil d'État essaye de dire aux administrations « calmez-vous un petit peu ». Normalement, on devait voir les 3 responsables. Et puis, vous avez nous, les Français. Chaque problème, il nous faut une loi. Je suis certain qu'il y aura une loi dans quelques semaines sur les violences à l'école. Très probablement, il y a peut-être déjà eu. Et donc, nous ne sommes pas capables de nous maîtriser. Je dois quand même, pour finir, signaler un bon élève. C'est Sébastien Lecornu qui a annoncé quelque chose au mois de décembre, et on a vu le Code des collectivités locales qui est le seul en 2025 dont le nombre d'articles a baissé. Pas beaucoup, moins 250 articles. Pas non plus la folie. Sur combien ? Alors je sais plus, mais c'est quelques milliers. Quelques dizaines de milliers. Voilà, quelques milliers. Et donc c'est le seul. Les autres ont continué gaillardement à progresser. C'est malheureusement une machine que plus personne n'arrive à maîtriser, au point que nous avons vu vice-président du Conseil d'État, ou plutôt président d'une des sections au Conseil d'État, qui a participé peut-être à cette inflation, ancien directeur de cabinet à Matignon, qui a écrit un livre pour dire on ne comprend plus rien, ça ronfle, ça déborde et il faudrait s'arrêter. Mais lui-même est incapable de dire comment l'arrêter. Au moment où il s'en va. Au moment où il s'en va, exactement. Je pensais à François Villeroy de Galhau, au moment où il s'en va aussi. Oui, Abnous ? Juste non, parce que j'ai l'impression qu'on a les lois qu'il faut, mais d'ailleurs même pour la protection de l'enfance, enfin, je pense qu'on a assez de lois, mais j'ai l'impression que cette inflation, elle est due au fait que les politiques se sentent impuissants et que la seule manière de quand même montrer alors c'est les vrais qu'ils font des quelque administrations chose, c'est de et voter, des politiques, voilà, avec ça. un risque absolument phénoménal, c'est que le retour de bâton et la contestation est en train de passer de la contestation de l'état du droit à la contestation de l'état de droit, exactement, qui ne sont pas tout à fait la même chose, et donc le balancier repart dans l'autre sens de manière excessive. Précision, le Code des collectivités territoriales, c'est 6887 articles. 150 en moins, donc. Merci. 250. Merci à Justine Fraissinet qui a retrouvé... Déjà à la présidentielle qui annonce qu'ils voudront supprimer des normes. Et effectivement, ce sera un des thèmes de la présidentielle. On va rigoler. Juste avant de vous entendre pour votre parti pris international Abnous, un mot d'Ofer Braunstein. Oui. Ofer Braunstein, vous le connaissez, et c'est un sourire qui me vient quand j'évoque sa disparition, puisqu'il est mort à 69 ans, parce qu'Ofer Braunstein, c'était une énergie, un optimisme, un enthousiasme. C'était le fondateur du Forum pour la paix, donc il y a bien longtemps, où il souhaitait, il voulait, et il le faisait, réunir Palestiniens et Israéliens, mais du bas de l'échelle aussi, pour que le dialogue se noue. Il a été un infatigable défenseur de la paix, il a
était aussi un conseiller plus ou moins officieux d'Emmanuel Macron, toujours au moment de ses visites en Israël, pour l'amener à considérer la question palestinienne, à regarder la question palestinienne. Il n'avait rien d'un naïf, mais il était dévoué à cette cause de la paix, Ofer Brandstein. C'était un ami intime. C'est une nouvelle très triste. Il était autant bouleversé par le 7 octobre que par Gaza. Et c'est rare de trouver quelqu'un qui puisse avoir et partager cette émotion. J'aurais juste cité sa dernière réalisation. Il a créé un groupe WhatsApp qu'il a appelé Paris pour la paix, auquel ont participé des Israéliens, des Palestiniens, des Libanais, des Marocains, des Tunisiens, bien sûr des Français, qui ont dialogué depuis des semaines pour des projets concrets. Et qui se sont déchirés, qui n'étaient pas toujours d'accord, qui se sont adorés, qui ont échangé. Et c'est totalement à l'image de cet homme qui a été d'abord aussi d'un très grand courage. Qu'on a reçu à de nombreuses reprises sur ce plateau. C'est pour ça aussi qu'on vous en fait part, parce que vous le connaissez, vous l'avez vu et entendu ici même. Et j'ai beaucoup de choses à dire ce soir, mais moi j'aimais beaucoup Ofer. Moi je le connaissais depuis 15 ans seulement, et depuis 15 ans, on s'engueulait, on se disputait avec mais une joie, un plaisir de l'échange, sans pas une seule fois s'insulter ou moins s'aimer. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui nous manque de plus en plus. C'est de s'asseoir à table avec quelqu'un et où la dispute est aussi un partage, et où je reculais, il reculait, et au final, quand on se voyait, on se sautait dans les bras, et quand on se quittait après 2 heures à se crier dessus, on se prenait encore dans les bras. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux qu'il faut garder, parce que c'est ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Votre parti pris international, Abnous, oui. Modène, donc les événements de Modène en Italie. On en a beaucoup parlé hier, le piège de la déchéance, c'est-à-dire... Mais oui, donc vous connaissez ce qui s'est passé. Donc c'est une Citroën grise qui a roulé à 100 km/h dans une rue piétonne. Vous voyez ces images, rue Emilia Centro à Modène. Une femme a foncé dans la foule. Une femme a été amputée de ses 2 jambes. 8 blessés, dont 4 graves. Il a sorti un couteau. Cet homme qui conduisait la Citroën. Un homme, Luca Signorelli, a couru vers la voiture, s'est battu avec le terroriste. Vous le voyez là à l'image. Il a pris des coups de couteau dans la tête et interrogé, il a dit: j'ai montré que l'Italie n'est pas morte. Le conducteur a été appréhendé. Le conducteur, nous le connaissons, c'est Salim El Koudri, 31 ans, diplômé d'économie, né en Italie, de parents marocains, inconnu des services de police. J'insiste, il a un casier judiciaire vierge. Son domicile a été perquisitionné. Il n'y a aucun signe de radicalisation. Le ministre de l'Intérieur italien précise le lendemain que, je cite, ce qui ressort le plus clairement, c'est une situation personnelle de nature psychiatrique. La Ligue de Matteo Salvini, parti d'extrême droite, a immédiatement remis en cause, je cite, l'intégration des citoyens de deuxième génération. Matteo Salvini, évidemment, sorti le nom de Salim El Koudri comme une arme. Voici le criminel de deuxième génération n'a-t-il cessé de marteler depuis samedi. Et dans l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Le débat sur la déchéance de nationalité a été relancé en Italie, en France, partout. On se demande que faire de ces enfants qui sont nos enfants, soyons honnêtes, qui sont les nôtres, mais qu'on ne sait plus reconnaître comme les nôtres. Alors, comme toujours, moi, l'indignation facile, ça ne marche pas. Elle égare et elle brouille, et donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin que la démagogie de salon. Alors, l'idée de la déchéance de nationalité, soyons honnêtes, elle paraît simple. Il trahit son pays, qui n'en soit plus citoyen. Je veux dire, d'un point de vue moral, dans l'abstrait, ça tient. Ne faisons pas comme si, oh mon Dieu, en poussant des cris. Le seul problème, c'est la condition absolue, c'est de ne pas créer d'apatrides. La Déclaration universelle des droits de l'homme explique: tout individu a droit à une nationalité et nul ne peut en être arbitrairement privé. Depuis l'arrêt Rothman de 2010, la Cour de justice de l'Union européenne est catégorique: un État membre ne peut retirer sa nationalité de manière automatique sans examen individuel. Toute déchéance doit être proportionnée, motivée, susceptible de recours. Donc c'est possible, mais des conditions très précises. C'est individualisé. Et pour un citoyen comme El Koudri, né en Italie, citoyen depuis sa naissance, la question ne se pose même pas légalement. On ne peut pas retirer a posteriori une nationalité d'origine à quelqu'un né sur un territoire national, sauf à admettre qu'il existe des citoyens de seconde catégorie. Et c'est là où j'en viens, c'est que si on applique en disant on peut pas faire d'apatride
d'apatrides, ce qui est normal. On peut pas laisser un être humain dans la nature sans être relié à une nationalité, à une nation. Ça veut dire qu'on considère, on parle de qui? Des enfants de l'immigration. C'est que il y a que eux qui potentiellement. Alors moi, je n'ai pas la nationalité iranienne, je n'ai que la nationalité française. Mais si j'avais la nationalité iranienne, je rentrerais dans cette catégorie que potentiellement, comme j'ai une autre nationalité, on pourrait me retirer la nationalité française. Et qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle pas de la justice. Ça s'appelle de l'assignation identitaire. Et vous savez à quel point ça m'exaspère. Par contre, soyons précis, parce que titillons aussi notre morale. Est-ce que vous vous souvenez de ces jeunes Européens, citoyens européens, partis rejoindre l'État islamique en Syrie ou en Irak, qui brûlaient leur premier acte d'allégeance à l'État islamique, c'était de brûler leur passeport français, allemand, suédois, etc. C'était leur premier acte d'allégeance pour dire j'abandonne. Là, d'un point de vue, j'allais dire, individualistes, etc., c'est des gens responsables qui font le choix de quitter leur pays de naissance pour aller s'engager dans un combat guerrier politique, brûlent eux-mêmes leur passeport. Renient eux-mêmes. Donc là, la question de la déchéance se pose autrement. Mais c'est pas aujourd'hui la question, parce que je trouve que dès qu'on ressort aujourd'hui la déchéance, c'est quand même une formidable manière de se déresponsabiliser. Salim El Khoudri a été pris en charge en 2022 pour des troubles schizophréniques. Il a été perdu de vue par les services psychiatriques. Il a grandi en Italie, il a été éduqué en Italie, il a fait des études, de longues études d'économie en Italie, il a été soigné et puis il a été abandonné. Je veux dire, vous pouvez le faire dans tous les sens. Il a été interrogé, il se sentait harcelé, marginalisé, ayant cette impression étouffante de vivre dans un pays raciste. C'est peut-être vrai, c'est peut-être du délire, mais les deux se tiennent. Moi, à mon avis, c'est les deux. C'est quand on est dans une crise de paranoïa parce qu'on est des tendances schizophréniques, c'est évident que son état a pu le conduire à commettre cet acte absolument terrifiant. Mais vous pouvez le prendre dans tous les sens. Son pays à cet homme, c'est l'Italie. Vous pouvez pas retirer ça, c'est nier une responsabilité, c'est dire il a jamais vraiment été des nôtres, et c'est faux. Alors que faire? Alors c'est amusant parce que c'est amusant, rien n'est amusant dans cette histoire, mais le hasard est quand même extraordinaire, c'est que je suis en train de lire un livre en ce moment de Vincent Azoulay, Ostracisme du bon usage de l'arbitraire en démocratie. Vous savez comme j'aime l'Antiquité grecque, et figurez-vous qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Athéniens avaient inventé l'ostracisme. Alors l'ostracisme, c'est quoi? C'est une manière en exilé pour 10 ans maximum, un citoyen soupçonné d'aspirer à la tyrannie sans aucune autre forme de procès. Il suffisait d'écrire le nom de la victime sur des tessons d'argile, les ostracas. Et à ce moment-là, on comptait, s'il y avait assez de voix, on le virait. Voilà ce que nous dit Vincent Azoulay. La procédure, je cite, arbitraire dans son principe, était encadrée dans son déroulement et limitée dans ses effets, ce qui explique qu'elle fut globalement acceptée, y compris par ceux qui en furent la cible. Est-ce que c'est pas passionnant? Donc l'ostracisme n'était pas une punition, mais une précaution, car on n'effaçait pas le citoyen, on l'éloignait temporairement de la cité. Et là, Vincent Azoulay précise encore, je trouve ça absolument fascinant, l'ostracisme prévenait une concentration de pouvoir jugée dangereuse pour la démocratie. Ce qu'il permit de domestiquer, c'est le citoyen trop puissant, pas le citoyen marginal, le fou, l'exclu. Est-ce que c'est pas passionnant? Donc je dis pas que la sédition c'est revenir à l'ostraca et de marquer le nom des gens qu'on n'aime pas trop sur des tessons en argile, mais ça pose les pleines questions. Comment une démocratie se protège-t-elle sans trahir ses principes? Comment exclut-elle sans nier? J'allais dire sans se nier. Comment punit-elle sans se punir elle-même? Parce que perdre ses valeurs, ses principes, c'est se punir, c'est soi-même, c'est cracher sur toute une longue histoire qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, et ce fameux état de droit qu'on prend quand même beaucoup de plaisir à abîmer avec l'état des droits. C'est quand même passionnant. La réponse n'est pas dans la déchéance de nationalité, mais dans une république qui assume jusqu'au bout la responsabilité de ceux qu'elle a fait citoyens, y compris quand ces citoyens-là l'attaquent, cet état-là. C'est pas facile. Et vous êtes candidate à la présidentielle, Abnous? C'est la question du soir. J'ai trop besoin d'être aimée, jamais je ferai ça. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.